Salam alaikum. Bonjour à toutes et à tous. Je pense qu'on va commencer. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Banque El Maghreb pour cette séance habituelle de présentation de notre rapport annuel sur la supervision bancaire. Donc ça va être la 19e édition du rapport, donc presque 20 ans que ce rapport est publié. Et donc, comme à l'accoutumée, nous allons, si ce n'est déjà fait, vous remettre le communiqué dans les 3 langues. Et on va vous transmettre le support de présentation qui va être déroulé juste après cette séance. Et on va aussi mettre en ligne le rapport annuel donc sur le site de Banque El Maghreb juste après cette présentation. Donc, comme à l'accoutumée, on vous présente un peu les éléments les plus marquants de ce rapport. En termes de structuration, ce sont les chapitres auxquels vous êtes habitués. Donc, on commence par vous donner les éléments les plus récents sur l'évolution de la structure du système bancaire. On fait le point sur l'activité, la rentabilité des établissements. Quels sont les développements en matière de risque, toutes les réformes qui ont pu concerner le système bancaire sur le plan légal et sur le plan réglementaire, avant de finir sur notre activité de contrôle et de supervision des établissements de crédit. Donc, si vous le permettez, on va reprendre ces principales, je dirais, parties une à une. En ce qui concerne la structure du paysage bancaire, ce qu'on a pu constater, c'est qu'il reflète une dynamique assez active des acteurs du marché. Quand bien même on a le même nombre d'acteurs, grosso modo, d'une année à l'autre, nous sommes sur 90 établissements, on était sur 89 l'année précédente, donc le nombre de banques n'a pas changé, 24. Le nombre de sociétés de financement est de 29, donc avec cette année l'octroi d'un agrément à une nouvelle société de leasing. Le même nombre de banques offshore 6, le nombre d'associations de microcrédit n'a pas bougé également à 11. Le nombre d'établissements de paiement globalement n'a pas bougé 18, mais il reflète d'une part le retrait d'agrément d'un acteur et l'entrée d'un nouvel acteur sur ce marché. Donc quand bien même il y a le même nombre d'acteurs, ce ne sont pas les mêmes. Et nous avons les deux autres établissements qui sont toujours identiques, à savoir la Caisse de dépôt et de gestion et la Société nationale de garantie des crédits, la SNGFE, Temwilkom. En termes de répartition de parts de marché par typologie de banque, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a eu un mouvement assez important avec les banques à capital privé marocain qui représentent dorénavant plus de 66% de parts de marché. Elles étaient à peu près à 63,6% l'année dernière. Et cette évolution s'est faite au détriment de la part des banques à capital majoritairement étranger, qui représente dorénavant 11,4%, qui était à plus de 15% l'année dernière. La part des banques à capital majoritairement public a légèrement évolué à la hausse, à 22,1% contre 21,4% l'année dernière. Donc ce mouvement, il est lié essentiellement à une opération d'acquisition du contrôle d'une banque à intérêt étranger par un groupe marocain, donc ce qui a introduit ce changement de configuration dans la répartition du marché. Quand on regarde la concentration du total actif des banques par taille, donc nous essayons de voir comment évolue la part des plus grandes banques, les 3 premières et les 5 premières. Ce qu'on peut constater, c'est que cette part a tendance à diminuer au cours des dernières années. Donc on voit que la concentration s'atténue, puisque les 3 premières banques qui possédaient 62,9% du marché il y a 2 ans, aujourd'hui sont à 61,6%. Et de la même manière, la part des 5 plus grandes banques qui représentaient 77,6% a baissé à 76,4%. Donc ça, c'est une évolution qui reflète une dynamique concurrentielle assez active, notamment avec des banques de petite taille et de taille intermédiaire qui progressent de manière dynamique. Alors, en termes de réseau d'agences, ce qu'on peut constater, c'est que
le réseau des agences bancaires a continué de se rationaliser. C'est une tendance qu'on observe depuis quelques années. Et ça, c'est au profit d'une part des canaux digitaux. On constate le recours de plus en plus important des usagers au canal digital, que ce soit à travers les applications mobiles ou que ce soit à travers le web pour réaliser leurs opérations bancaires. Et ce qui explique que donc les banques rationalisent leur réseau d'agences, puisque celui-ci se situe maintenant à 5 905 agences, moins 165 unités par rapport à l'année précédente. Et ça recouvre des situations où on a des ouvertures d'agences dans certaines zones et des fermetures d'agences dans d'autres zones et d'autres régions pour des raisons d'optimisation et de rationalisation. En revanche, on constate que le réseau des guichets automatiques bancaires continue de progresser de manière intéressante, avec 8 163 guichets, c'est-à-dire plus de 223 unités cette année. Alors, à côté de ça, vous avez bien sûr le réseau physique des agents d'établissement de paiement, qui sont des points physiques où l'on peut à la fois ouvrir des comptes de paiement, ou bien on peut aussi faire des opérations de cash-in et de cash-out. Donc, on peut avoir accès à du cash ou déposer du cash. Donc, ce réseau-là a continué de s'accroître cette année. Nous sommes à 22 731 agents d'établissement de paiement, ce qui couvre aussi bien les agents mandataires que les agences propres des établissements de paiement, ce qui fait un additionnel de 4 644 unités. Pour ce qui est des associations de microcrédit, leur réseau s'est légèrement stabilisé avec une baisse de 9 unités pour se situer à 1678 agences. Et là, c'est une évolution qui est à mettre en lien avec les difficultés qui ont connu certaines associations de microcrédit dans le contexte de la crise Covid et qui les ont amenées parfois à réduire leur activité, voire à réduire leurs effectifs et leurs agences. Donc, en termes de taux de détention de compte bancaire, ce qu'on peut constater, c'est que ce taux, il est resté stable. 53% de la population marocaine détient un compte bancaire, donc c'est un chiffre qui n'a pas bougé sur l'année passée. Et on a pratiquement des taux qui sont restés assez stables quand on regarde par genre. C'est 65% des hommes, donc ce sont les chiffres du milieu du slide. 65% des hommes détiennent un compte bancaire, contre 41% pour les femmes. Alors, les comptes bancaires, on en a au total à peu près 34 millions, donc ça continue à progresser. Et à côté des comptes bancaires, nous avons les comptes de paiement, donc les comptes de paiement qui sont des comptes spécifiques dédiés à certains types d'opérations, notamment les opérations de virement, de transfert, de paiement commerçant, de prélèvement, donc qui sont dédiés à l'activité de paiement. Donc ces comptes de paiement, on en a pratiquement 7 millions qui sont ouverts auprès des établissements de paiement. Ce qu'on peut constater, c'est qu'une partie assez importante de ces comptes sont des comptes qu'on appelle de niveau 1, c'est-à-dire des comptes avec des soldes qui sont inférieurs à 200 dirhams, suivis par les comptes de niveau 2 qui peuvent aller jusqu'à 5000 dirhams de solde. Et puis vous avez les comptes de niveau 3 qui sont les comptes qui peuvent aller jusqu'à maximum 20 000 dirhams de solde. Alors, en termes de présence géographique, nous avons cette année observé une consolidation de la présence à l'international des groupes bancaires marocains au niveau de 36 pays. Ça fait un pays de plus par rapport à l'année dernière. Sans changement au niveau du continent africain avec 27 pays. Sans changement également au niveau de l'Europe avec 7 pays de présence et un pays supplémentaire au niveau de l'Asie, donc avec l'ouverture d'une succursale d'une banque au niveau des Émirats arabes unis. Le réseau à l'étranger des banques se situe à 1648 agences. L'essentiel est au niveau du continent africain. Donc en légère baisse par rapport à l'année dernière pour des mêmes raisons que ce qu'on a observé au Maroc, ce sont des raisons d'optimisation des réseaux d'agences physiques dans un environnement où le digital prend de plus en plus d'importance. Alors, on va en arriver à l'activité de crédit. Donc, sur l'activité de crédit, ce qu'on a pu voir sur l'année 2022, c'est qu'on a eu une accélération du crédit.
Cette accélération du crédit, elle a été essentiellement soutenue par les crédits aux entreprises et c'est essentiellement pour financer la hausse de leurs besoins de financement et de besoins de fonds de roulement, comme vous le savez, dans une conjoncture où il y a eu un renchérissement important des prix des matières premières et de l'énergie au niveau international, mais aussi au niveau marocain. Donc ça a amené les banques à accompagner ces besoins de fonds de roulement additionnels, ce qui explique que nous sommes à un taux de progression fin 2022 de 6,5% contre 2,7% l'année précédente, et ce qui donne un encours de 1060 milliards de dirhams. Quand on regarde donc par agent économique, on voit bien que c'est l'entreprise qui soutient cette évolution du crédit avec une progression à 2 chiffres, 10%. Tandis que pour les ménages, le crédit a ralenti avec une progression de 2%. Et cette lecture se confirme quand on regarde l'évolution des crédits par objet économique. On voit que ce sont les crédits de trésorerie qui sont tout en bas à gauche, qui ont soutenu avec une évolution de presque 17% des crédits de trésorerie sur l'année 2022, suivi par les crédits à l'équipement avec une progression de 6%. De l'autre côté du graphe, à droite, vous voyez que les crédits à l'habitat ont ralenti de manière très nette, avec une progression qui s'est limitée à 1,7%, qui peut être mise en parallèle avec la baisse des transactions immobilières au Maroc sur les différents types d'actifs. Et les crédits à la consommation ont progressé pour leur part autour de 3-4%. Alors, on vous donne ici quelques éléments d'information sur les dernières situations de certains programmes de prêts garantis. Comme vous devez vous en souvenir, pendant la crise du Covid-19, l'État marocain, dans le cadre du comité de veille économique avec le secteur bancaire et Temwilcom, avait mis en place des programmes Crédit Oxygène et Crédit Relance. Donc là, on vous donne un peu les chiffres les plus récents sur ces programmes-là. Donc sur les crédits Oxygène qui avaient bénéficié à peu près 38 000 entreprises et qui avaient donné lieu à des décaissements de l'ordre de 13,8 milliards de dirhams. Donc les remboursements se poursuivent et aujourd'hui, nous sommes à un encours de 7,4 milliards de dirhams qui va s'amortir sur les prochaines années. Il en est de même du programme Crédit Relance qui avait bénéficié à 33 000 entreprises et pour lequel le décaissement avait été de 34,6 milliards. L'encours, compte tenu des remboursements qui ont été opérés par les entreprises, est aujourd'hui, ou plutôt à fin mai, de 26,6 milliards de dirhams. Alors, en ce qui concerne le programme de financement de l'entrepreneuriat, Crédit Intelaqa, celui-ci a donné lieu à un accompagnement de 30 000 bénéficiaires à peu près, porteurs de projets, ou jeunes ou entrepreneurs, pour un encours de 8 milliards de dirhams. 16% a bénéficié à des promoteurs femmes et 18% a bénéficié à des projets dans le milieu rural. Alors, côté collecte de dépôts, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a eu une bonne tenue de la collecte de dépôts pour le secteur bancaire courant 2022. C'est-à-dire qu'on a une progression qui est presque de 7%, donc avec des dépôts qui se situent autour de 1126 milliards de dirhams. Ce sont des dépôts qui ont évolué favorablement pour les différents types d'agents économiques, qu'il s'agisse des particuliers qui ont connu une progression de 6,4% ou qu'il s'agisse des entreprises qui ont connu une progression de 10,7%. Donc les différents agents économiques ont contribué à la collecte de dépôts pour le secteur bancaire. Quand on regarde par typologie de dépôt, on voit que c'est essentiellement la composante de dépôt à vue qui a progressé de manière significative, autour de 9%, suivi des comptes d'épargne avec une progression un peu plus ralentie à 3%, alors que les dépôts à terme ont baissé de 3%.
Donc cette évolution est à mettre en lien d'une part dans une conjoncture difficile avec une préférence de la clientèle pour de la liquidité, donc des comptes à vue qui sont accessibles aisément et à tout moment, mais aussi en relation avec les conditions de rémunération qui, dans une conjoncture marquée par une inflation importante, a donné lieu à un taux créditeur négatif pour l'épargne et donc qui a sensiblement impacté aussi les dépôts à terme. Donc on en arrive à la rentabilité des banques. Sur l'année 2022, on va regarder ça sous deux angles. D'abord, on va l'examiner sur base sociale, c'est-à-dire on va voir sur les opérations des banques uniquement dans le périmètre Maroc. Et puis ensuite, on verra les résultats des groupes bancaires en introduisant également les activités à l'international et celles des filiales. Donc, sur base Maroc, ce qu'on a pu constater, c'est que le résultat net des banques, il s'est infléchi. Et ça, c'est essentiellement lié à l'impact de la remontée des taux dans le marché monétaire et dans le marché obligataire, qui a impacté mécaniquement la valeur de marché des portefeuilles titres qui sont détenus par les banques. C'est pourquoi le produit net bancaire a baissé de 4,7%. Quand on regarde de manière un peu plus affinée les composantes de ce produit net bancaire, on voit que la marge d'intérêt a progressé de manière positive de 2%. La marge sur commission a progressé également de manière positive de 6%. C'est surtout au niveau du résultat sur opération de marché qu'il y a eu une baisse de 50%, presque 50%, 51%, qui retrace effectivement cette réévaluation, ce qu'on appelle au mark-to-market, c'est-à-dire en valeur de marché, de ce portefeuille titre qui avait une rémunération plus faible et qui donc a perdu de sa valeur compte tenu de la remontée des taux sur les marchés. À côté de ça, ce qu'on a pu constater, c'est que le coût du risque, c'est-à-dire l'effort de provisionnement que les banques doivent consentir pour couvrir leurs risques de crédit, il s'est atténué sur les dernières années par rapport au pic de la crise Covid-19 où il avait atteint 12,5 milliards de dirhams. Donc là, on est revenu à 7,7 milliards de dirhams, c'est le graphique en haut à droite, et en fait, quasiment, on est revenu à la situation pré-Covid en termes d'efforts de provisionnement que les banques ont dû consentir en 2022. Donc ces évolutions ont fait que la marge globale d'intermédiation des banques a baissé. Elle est aujourd'hui de 2,78%, donc en baisse, et ça reflète essentiellement la baisse du taux de rendement des emplois qui a été, je dirais, traduite par la baisse de la valeur de marché des portefeuilles. De ce fait, le résultat net a baissé de 13% et il a été de 10,5 milliards de dirhams. Donc après une année où il avait connu un rebond post-Covid, donc nous avons une baisse cette année de 13% du résultat net cumulé des banques. Donc nous allons nous focaliser un peu sur le compartiment de la banque participative avec quelques données sur les financements et sur le réseau. Ce qu'on peut voir donc, c'est que le réseau d'agences est autour de 190. Il y a à peu près 200 000 comptes qui ont été ouverts dans ce compartiment-là. Les financements ont progressé de manière assez importante à 17,4 milliards de dirhams. On n'intègre pas les marges constatées d'avance, donc ce sont des chiffres qui sont comparables avec celui du crédit à l'habitat. Et les banques ont drainé à peu près 7 milliards de dirhams de dépôts à vue et 2,4 milliards de dirhams de dépôts d'investissement. En termes de rentabilité, le secteur améliore son produit net bancaire et son résultat reste déficitaire dans une conjoncture où il y a eu les effets de la crise Covid auxquels se sont ajoutés les effets de la conjoncture de l'année 2022. Mais néanmoins, ce qu'on peut constater, c'est que le déficit dégagé s'atténue d'année en année et qu'aujourd'hui, on est sur un déficit quasiment de l'ordre de 129-130 millions de dirhams.
Donc nous en arrivons à cette vue globale des groupes bancaires pour intégrer aussi bien les activités Maroc, les filiales spécialisées dans le crédit à la consommation et le leasing, mais également les activités qui sont opérées à l'étranger. Et ce qu'on peut constater à ce niveau-là, c'est qu'il y a eu de bonnes performances qui ont été essentiellement tirées par les activités opérées à l'étranger. Donc le total bilan s'est accéléré de 8,3% à plus de 2100 milliards de dirhams. Il en est de même du produit net bancaire qui a progressé de 4,2%. Nous avons observé la même atténuation du coût du risque que celle qu'on a observée au niveau des activités Maroc, avec une baisse de 16% pour un effort de provisionnement de l'ordre de 13,5 milliards de dirhams. Et de ce fait, quand bien même on a une baisse du résultat des banques sur base sociale, sur base consolidée, elles ont pu améliorer les résultats de 15% à peu près 14 milliards de dirhams. Ceci confirme ou consolide la contribution des activités qui sont opérées à l'étranger. Celles-ci représentent dorénavant le quart des activités ou du total bilan de ces groupes bancaires qui ont une activité à travers le continent africain. Et au niveau du résultat, cette part est plus importante puisqu'elle est de 40% du résultat net part du groupe qui provient des activités qui sont réalisées à l'international. Nous en arrivons aux éléments qui concernent les risques et la résilience. Ce qu'on peut voir à ce niveau-là, c'est que c'est le graphique en haut à gauche, c'est que les créances en souffrance ont continué de progresser cette année et elles sont de l'ordre de 89 milliards de dirhams. Alors c'est une progression qui est un peu plus faible que les années précédentes, surtout dans le contexte de la crise Covid, ce qui a permis d'atténuer un peu le taux de sinistralité à 8,4%, mais qui reste un niveau significatif. En termes de provisionnement, les banques ont aujourd'hui un stock de provisions de l'ordre de 61 milliards de dirhams pour couvrir ces 88 milliards de dirhams de créances en souffrance, ce qui donne un taux de provisionnement relativement confortable de 68%, qui est assez stable sur les dernières années. Sur le plan de la liquidité, les banques dégagent une situation largement confortable, avec un coefficient réglementaire autour de 166%, c'est une moyenne annuelle sur l'année 2022, pour une limite inférieure qui est imposée par la réglementation de 100%, donc une marge largement suffisante. En termes de solvabilité, on a eu une consolidation de la situation des capitaux propres des banques. On voit que le ratio de solvabilité globale, il est autour de 15,6%, sachant que le minimum réglementaire, il est à 12%. Et de son côté, ce qu'on appelle le ratio de fonds propres de catégorie 1, qui reflète davantage le noyau dur des fonds propres, qui est plus à même d'absorber les pertes, il se situe à 12,4% pour un minimum réglementaire qui est imposé par Banque al-Maghreb de 9%. Donc on est sur des niveaux de solvabilité qui sont excédentaires par rapport à la minimale réglementaire. Alors ici, on vous présente un peu pour la première fois certains indicateurs prudentiels qui font suite à de nouvelles réglementations qui ont été mises en place en 2021 et 2022. D'une part, le ratio d'effet de levier, c'est un ratio qu'on a mis en place depuis un an et demi. Ce qu'on peut constater, c'est que la moyenne du secteur bancaire est à 7,4% pour un ratio de levier minimum qui doit être de 3%. Donc on a largement les matelas suffisants pour ce ratio-là. Et le deuxième élément d'information important, ça concerne surtout dans la conjoncture actuelle, ça concerne l'exposition des banques
au risque de taux d'intérêt. Donc ça, c'est une réglementation aussi qui a été mise en place il y a 1 an et demi, et à travers laquelle on demande aux banques de mesurer leur exposition au risque de taux d'intérêt. Comment? Eh bien, elles sont amenées à réaliser un certain nombre de stress tests à différents scénarios de choc de taux sur le marché. Ces chocs de taux peuvent être des déplacements parallèles importants des taux sur la maturité courte ou la maturité longue, ça peut être une déformation de la courbe des taux, ça peut être une pontification. Et face à ces différents scénarios de stress de taux, il ne faut pas que les pertes potentielles liées à ces chocs de taux excèdent 20% de leurs fonds propres. Et si tel est le cas, il faut qu'elles prennent des mesures en matière d'allocation d'actifs et de passifs pour être en dessous du maximum de 20%. Donc, comme vous pouvez le constater, on est sur des niveaux moyens de l'ordre de 8% de pertes potentielles à des chocs hypothétiques. Donc, ça nous permet de dire que le risque encouru, il est maîtrisé. Dans le cadre des bilans des actifs et des passifs bancaires. Alors, un mot sur le secteur du microcrédit. C'est un secteur, comme je l'ai mentionné au début de ma présentation, qui a été durement impacté par la crise de la Covid-19 et qui avait déjà donné lieu à un certain nombre de mesures de soutien par les autorités financières l'année précédente. Bien, en 2022, il y a eu de nouvelles mesures de soutien pour soutenir ce secteur, mais d'abord quelques chiffres. Le secteur aujourd'hui a à peu près 800 000 bénéficiaires de microcrédit, donc c'est un chiffre qui est en légère baisse et qui est en relation donc avec la baisse d'activité de certaines associations de microcrédit dans cette conjoncture-là. L'encours de crédit est de 8,4 milliards de dirhams. Ce qu'on a pu quand même constater, c'est une atténuation de la sinistralité, donc on n'est plus dans la situation la plus difficile qu'on a pu vivre en 2020 puis en 2021, donc la sinistralité redescend à des niveaux moindres, avec une baisse de presque 30%, et le résultat net qui a été déficitaire pendant 2 ans, il se situe aujourd'hui à 135 millions de dirhams, mais avec la précision près qu'une partie de ce résultat net est liée à la prise en charge par l'État d'une partie des intérêts intercalaires qui avaient été octroyés par les associations de microcrédit aux clients qui en avaient eu besoin pendant la crise du Covid. Donc ces intérêts intercalaires avaient pesé sur les comptes des associations en 2020 et en 2021, et l'État donc a pris en charge une partie de ces intérêts intercalaires au cours de 2022, et donc ils sont venus aussi contribuer à la formation du résultat de 2022. Cette année, on a également travaillé avec le ministère chargé des Finances pour mettre en place un deuxième fonds de garantie pour les associations de microcrédit pour couvrir le refinancement, en particulier pour les associations de crédit de petite taille et de taille intermédiaire qui avaient subi des difficultés de refinancement postérieurement à la crise, vu la dégradation de leur bilan. Donc ce fonds qui est mis en place dans le cadre de Temouilkom, il a pour vocation à faciliter le refinancement de la part de ces associations. Et Banque El Maghreb, qui avait mis en place aussi un mécanisme de refinancement des prêts qui étaient accordés par les banques aux associations de microcrédit, a décidé de proroger ce mécanisme en 2022. Alors on en arrive après ce panorama des principaux indicateurs, sur les actions de surveillance et de contrôle. Donc, cette année, nous avons poursuivi la conduite des missions de contrôle sur place auprès de 6 banques, 2 sociétés de financement et 6 établissements de paiement, donc à travers 17 vérifications. Les domaines qu'on a couverts, ce sont les domaines qui permettent d'assurer le respect de la classification des créances en souffrance, le caractère suffisant du provisionnement en couverture de ces créances. Il y a eu également un certain nombre de missions qui ont porté sur
le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement de terrorisme, des vérifications qui ont porté sur les dispositifs de cybersécurité et également des missions pour vérifier la bonne application des exigences de la Banque centrale dans le domaine de la relation banque-client et qui ont couvert différents sujets qui sont encadrés par la réglementation. Donc, au terme de ces missions de vérification, il y a eu, comme à l'accoutumée, des plans d'action que les établissements doivent établir pour mettre en œuvre l'ensemble des exigences et des demandes de la Banque centrale, mais également pour les cas qui le nécessitaient, la prononcée de sanctions. 12 ont été prononcées cette année, dont 7 à caractère disciplinaire et 5 à caractère pécuniaire. Alors, quelques axes sur lesquels nous avons donné une importance particulière cette année. D'abord, vous avez suivi ça, c'est toute la mobilisation qu'on a accordée pour contribuer avec les autres parties prenantes nationales au renforcement de notre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Banque El Maghreb a en particulier œuvré sur certains sujets spécifiques ou en relation avec le système bancaire. Je peux mentionner à titre d'exemple tout ce qui a trait à la finalisation du registre national des bénéficiaires effectifs qui est géré par l'OMPIC. Et donc on a appelé les banques et les différents établissements sous notre contrôle à adhérer à ce registre national des bénéficiaires effectifs pour commencer les consultations dans le cadre des ouvertures de comptes et dans le cadre des diligences à réaliser. Et le deuxième chantier important, ça a été de contribuer à l'opérationnalisation de la Commission nationale chargée de l'application des sanctions qui sont prévues par les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, on a travaillé avec les autres parties prenantes sur la mise en place des procédures, des relations avec les assujettis et effectuer déjà même les premières missions de vérification pour s'assurer que les établissements prennent bien en charge les listes qui sont publiées par cette commission nationale. Donc ces efforts ont donné lieu, comme vous avez bien suivi, à la sortie du Maroc de la liste grise du GAFI au début de cette année. L'autre chantier ou axe important de nos travaux, ça a été l'accompagnement de la digitalisation des services financiers. Et donc là, il y a plusieurs axes sur lesquels on essaye de travailler. D'abord, en ce qui concerne la digitalisation des services bancaires existants par les acteurs traditionnels, les banques en particulier. Donc, nous avons continué à traiter toutes les demandes qui émanent des banques pour mettre en place, des banques ou des établissements de paiement, pour mettre en place des systèmes d'ouverture de comptes en ligne à travers le web ou à travers les applications mobiles. Et nous avons aussi édicté une nouvelle directive qui encadre l'usage du cloud, sachant que le cloud est un mécanisme, un service qui facilite la digitalisation des process, y compris celui du secteur bancaire. Donc c'est une directive qui encadre et qui permet de fixer les prérequis pour un usage sécurisé. Le deuxième axe d'intervention est en rapport avec le paiement mobile. Nous, en tant que régulateurs, on a souhaité faciliter les exigences et les formalités d'enrôlement des commerçants acceptants, mais aussi des agents de paiement pour les établissements de paiement. Donc, on a révisé ces exigences sur le plan de la réglementation pour donner davantage de marge aux établissements de paiement pour enrôler. Et typiquement, par exemple, on a supprimé notre exigence qu'il y ait un statut de commerçant inscrit au niveau de l'OMPIC. Donc, on laisse la latitude à l'établissement de paiement de voir en particulier la manière d'enrôler au mieux les commerces de proximité, les épiceries de proximité, sans qu'il y ait cette exigence d'avoir un registre de commerce au niveau de l'OMPIC. L'autre axe d'intervention, c'est celui de voir comment on peut développer de nouveaux services financiers digitaux, en dehors même des acteurs bancaires traditionnels. Et donc là, à ce niveau-là,
Nous sommes amenés à traiter de manière de plus en plus importante des demandes qui émanent de promoteurs de projets de fintech, donc des promoteurs qui souhaitent offrir des services financiers. Et généralement, ce qu'on constate, ce sont des services surtout orientés sur la dette, donc des services de financement ou des services de paiement. Et donc, on examine ces projets-là pour répondre d'une part à la question de savoir à quel type de régulation ces services sont astreints. Est-ce qu'on a besoin d'une régulation ou pas? Et si oui, quels sont les prérequis pour exercer ce service? Et donc, il y a un certain nombre de fintechs qui ont pu avoir notre position par rapport à leur projet. L'autre axe, ça a été dans le cadre de la mise en place des textes d'application du crowdfunding. On a finalisé l'ensemble du cadre réglementaire qui doit régir les plateformes de financement alternatifs de type crowdfunding et nous sommes en train d'œuvrer avec le secrétariat général du gouvernement pour publier au plus vite ces textes et pouvoir démarrer les agréments pour les demandeurs qui seraient intéressés par ce type de service. Enfin, un autre type d'action, c'est de voir comment on peut contribuer à mettre en place les prérequis techniques qui sont nécessaires pour développer des services financiers digitaux. Et là, typiquement, la question de mettre en place une identité électronique et faire une authentification à distance des usagers, c'est quelque chose de très important. Donc, on a pu cette année, avec la collaboration de la DGSN, de la CNDP, donc la Commission nationale de protection des données personnelles, et le GPBM, se mettre d'accord sur l'utilisation de la carte biométrique pour les besoins de l'authentification. Donc, c'est un MOU qui a été signé et aujourd'hui, les banques sont en train de travailler pour le déploiement de cette solution qui va permettre d'une part de faciliter aux usagers le service des financiers digitaux sans se déplacer aux agences, mais en même temps, ça va permettre aux établissements de lutter contre la fraude de manière plus efficace. Un autre chantier important et d'actualité, c'est celui qui concerne les impacts du changement climatique sur le secteur bancaire. Cette année, nous avons avancé avec la Banque mondiale sur un programme qui vise à conduire un exercice d'évaluation et d'analyse de la vulnérabilité des banques à des chocs climatiques. Donc, on a pu finaliser ce travail. Et les chocs climatiques auxquels on s'est intéressé, ce sont des chocs climatiques qui sont assez spécifiques et propres au Maroc, notamment les risques de sécheresse persistante et importante, et aussi des risques de type sinistre comme des inondations, qui peuvent être des inondations soit pluviales, soit fluviales, et on essaye de voir comment ces événements majeurs peuvent impacter par le biais des différentes activités des banques, leurs fondamentaux et leurs indicateurs de risque. Donc c'est un travail qui va faire l'objet d'une publication et d'une vulgarisation avec les acteurs de marché et qui va aider les établissements bancaires à elles-mêmes dérouler des exercices d'évaluation de leurs propres risques par rapport à ces scénarios d'évolution du climat. Également, comme c'est un sujet qui est extrêmement complexe, extrêmement lourd et pour lequel il y a beaucoup d'incertitudes sur les évolutions des scénarios climatiques, on travaille sur le renforcement des capacités de l'écosystème bancaire et on a signé avec la BIRD et le GPBM un MOU pour mettre en place un programme de formation, d'ateliers pour échanger et fournir un maximum d'informations sur ces risques-là et sur la manière dont ils peuvent impacter le système bancaire. On continue à faire aussi des travaux de contribution avec d'autres parties prenantes gouvernementales sur toutes les politiques de transition verte. Donc on travaille avec plusieurs acteurs partenaires comme le ministère de la Transition énergétique, le ministère des Finances.
sur différents sujets comme la stratégie bas carbone, le verdissement des finances publiques. Et au niveau international, on continue aussi à contribuer aux travaux de la communauté des banques centrales sur ce sujet-là. Donc il y a beaucoup de travaux de recherche et de réflexion qui continuent à se mener sur un sujet qui est encore assez complexe. Et donc on essaye là aussi d'apporter notre contribution en voyant les cas spécifiques des pays émergents et des pays du continent africain. Alors on va terminer sur les sujets de relations banque-client. Donc là, on donne déjà quelques statistiques sur tout ce qui est réclamations et demandes de médiation, les réclamations qui proviennent à la Banque centrale et les demandes de médiation qui sont traitées par le Centre marocain de médiation bancaire. Donc les réclamations qui sont parvenues à la Banque centrale, dont une partie est transférée au Centre marocain de médiation bancaire lorsqu'elle rentre dans son périmètre d'action, ont dépassé un peu plus de 1000 réclamations. Et on voit que la première source de réclamation, c'est le fonctionnement de compte, suivi par les conditions de crédit, et arrive en troisième position les moyens de paiement. Donc avec ces trois motifs, on a plus de 80% des sources de réclamation. Pour ce qui est des réclamations qui sont traitées par Banque Le Maghreb, il y a à peu près 63% qui sont dénouées en faveur des plaignants. Pour ce qui est des demandes de médiation, elles se sont situées autour de 3687, en progression de 10%, et on retrouve plus ou moins les mêmes sources de réclamations que pour celles qui sont transmises à Banque Le Maghreb, mais avec juste un switch entre le premier et le deuxième. Donc le Centre marocain de médiation est davantage saisi sur les sujets de conditions de crédit, suivi par le fonctionnement de compte, et on retrouve les moyens de paiement en troisième position. Et pour les dossiers qui passent par le centre de médiation bancaire, il y a un accord de médiation pour environ 58% des dossiers qui sont traités. Sur le plan des initiatives et des réformes, donc on a continué en 2022 à prendre un certain nombre de mesures pour poursuivre les actions d'amélioration de la protection du consommateur sur un certain nombre de sujets. D'abord en ce qui concerne la transparence et l'accès à l'information sur les conditions et les tarifs bancaires. Donc en 2022, il y a eu l'édiction par la Banque Le Maghreb d'une directive sur l'information des demandeurs de crédit. Donc c'est une directive qui fixe un certain nombre d'exigences sur le process de traitement des demandes de crédit en termes d'information et cette directive doit entrer en vigueur en 2023, donc les banques sont en train de se préparer, notamment il y a des dispositions qui requièrent un aménagement important des systèmes d'information. Il y a également eu la demande à ce que les établissements insèrent systématiquement au niveau de leurs supports digitaux des principaux tarifs et dates de valeur pour les opérations bancaires les plus usuelles. Et il y a eu la poursuite des travaux qui concernent la mise en place d'un comparateur de tarifs bancaires et de dates de valeur avec le GPBM et qui a donc démarré une première offre de service en mars 2023 avec une première sélection des opérations les plus usuelles destinées aux particuliers, mais sur lequel on va continuer à avancer pour élargir aussi bien le périmètre des opérations que les établissements concernés. Le deuxième axe, c'est celui de l'amélioration de l'accès aux services financiers. On a travaillé cette année sur en particulier le segment de la femme. Donc il y a eu une recommandation de Banque Le Maghreb qui a été édictée et qui porte sur la promotion du genre à travers l'équité professionnelle au sein des établissements bancaires, mais aussi à travers la promotion de l'autonomisation économique des femmes, à travers la mise en place de produits de financement et de dispositifs qui soient plus appropriés pour les entrepreneurs femmes. Nous avons également travaillé sur la question de l'accès ou de la facilitation de l'accès aux personnes en situation de handicap. Il y a eu un vrai travail de consultation avec les associations de protection de ces personnes en situation de handicap, mais aussi avec le GPBM, qui au final a abouti à l'adoption d'une charte en mars 2023 dans laquelle les banques
prennent un certain nombre d'engagements sur 3 aspects. D'une part, l'accessibilité d'une partie de leur réseau physique aux personnes en situation de handicap. Également, l'accessibilité des canaux digitaux, applications mobiles et réseaux et web pour ces mêmes personnes, surtout pour celles qui ont des déficits visuels. Et enfin, l'autonomisation et l'indépendance des personnes pour l'ouverture de leur compte, notamment pour les personnes là encore en situation de déficit visuel. Le troisième sujet sur lequel nous avons avancé, c'est celui de l'éthique. Et sur ça, il y a eu 2 actions importantes. D'une part, il y a eu une directive de Banque el-Maghreb qui a été édictée aussi en 2022 pour requérir des banques de mettre en place un dispositif de gestion des risques de corruption. Dans ce dispositif-là, les banques sont amenées d'une part à mettre en place une cartographie de risque, des indicateurs, des contrôles, mais aussi une alerte éthique qui est ouverte aussi bien à leur personnel qu'à la clientèle qui pourrait se trouver dans une situation de ce risque-là. Et nous avons également exigé de la part des établissements de se soumettre à une certification pour ceux qui dépassent un certain total bilan. Toujours dans le domaine de l'éthique et plus particulièrement en ce qui concerne le recouvrement des créances dans une phase préjudiciaire, il y a eu l'adoption sous l'impulsion de Banque el-Maghreb d'un code d'éthique interbancaire pour le recouvrement préjudiciaire des créances dans lesquelles les banques, mais aussi leurs mandataires qui sont en charge du recouvrement, doivent se soumettre à un certain nombre de dispositifs qui sont en mesure de permettre de respecter l'information, la transparence, la clarté, mais aussi la protection de la vie privée et la protection des données des personnes qui sont en situation donc d'impayés. Le dernier axe sur lequel nous avons continué à avancer, c'est celui de la communication au grand public et la vulgarisation sur les droits et usages des services bancaires. Et à ce niveau-là, sur l'année 2022, il y a eu la diffusion de 2 guides textuels, l'un sur l'utilisation de la carte bancaire et l'autre sur la clôture du compte à vue. Et par la même occasion, on a voulu vulgariser davantage certaines thématiques qui avaient fait l'objet de guides textuels l'année précédente et on les a transformées en capsules vidéo plus ludiques. Et donc, il y a eu des capsules pour un certain nombre de thématiques comme la mobilité bancaire, les réclamations, ou bien la délivrance des mains levées sur les garanties. Voilà, je vais m'en arrêter là pour cette présentation et je vous remercie de votre attention. Nous allons prendre quelques questions. Oui. Bonjour, bonjour, je ne sais pas si ça marche. Juste une question par rapport au chantier réglementaire. Vous n'en avez pas parlé, c'est le marché secondaire des créances en souffrance. On peut avoir une idée sur l'état d'avancement de ça. Voilà, merci. Amin Qadiri, c'est la vie éco. Merci, c'est Qaderi. Oui. Bonjour. J'ai une question par rapport au risque du taux d'intérêt. Est-ce qu'il y a un seuil maximal réglementaire à respecter? On a vu que les banques ils sont à 8% cette année. Est-ce qu'il y a un seuil réglementaire? Et j'ai une autre question par rapport. Est-ce que vous arrivez à établir une cartographie des risques par rapport au risque justement climatique des banques? Merci. Bonjour, Sana Araqi, les inspirations éco. J'ai une question sur le M-Wallet, son évolution en 2022. Et oui, c'est bon, merci. Mustafa Olay, CNRT News. J'ai 2 questions. Une question par rapport au recrutement. Vu la baisse du nombre des agences, les recrutements,
chez les banques. Une deuxième question, je ne sais pas si vous êtes la renégociation de l'accord sur l'échange automatique des données. Quelles sont les choses qui devraient être renégociées, sachant que Wali Bank Maghreb a déjà parlé du sujet il y a, dans, dans une de ses sorties. Merci. Bonjour, Iman Borara, EcoActu.ma. Merci beaucoup, Madame Hiba, de votre présentation. Vous avez rappelé qu'on est à la 19e édition du rapport de la supervision bancaire. Justement, est-ce qu'on peut avoir une évolution de la cartographie des risques tout au fil des années, puisqu'on voit lors des contrôles qu'il y a de nouveaux risques émergents, notamment les cyber-risques, les risques climatiques, etc. Par rapport au fintech, il continue un petit peu je dirais pas de perturber, mais de fragmenter en fait l'activité bancaire, puisqu'il s'attaque à des activités bien spécifiques, micro-services à la clientèle, et elle concurrence les établissements, on va dire, classiques. Est-ce que vous ne pensez pas que la loi bancaire devrait être remise au goût du jour, puisque la première réforme qui a été faite, c'était justement pour intégrer les fintechs. Et une dernière question par rapport à la médiation bancaire. On a beaucoup d'échos sur les limites du cadre actuel de la médiation bancaire, qui s'est accentuée bien sûr avec la problématique du Covid-19. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un outil qui devrait être réformé et rendu plus efficient au profit bien sûr des clients des banques? Merci beaucoup. يوسف خضر من اسبريس. عندي جوج اسئله بخصوص بوكين. مؤخرا لي زوتيل راسلوا وزاره السياحه بخصوص ان بوكين ولا كيفرض على لي زوتيل انهم يخلصوا بالدرهم، وقالوا بلي ان بنك المغرب هو اللي فرض شي شروط جديده. السؤال الثاني بخصوص المشروع ديال العملات المشفره، فين وصل، فوقاش غادي يكون اوبيراسيون؟ شكرا. فاوي عبد الواحد، جريدة الصباح. إلا كان ممكن تعطينا أكثر تفصيل هذوك لي سانكسيون اللي خداهم بنك المغرب حسب كل لا كارتوغرافي ديال هذوك لي زانفراكسيون sur la base desquelles Banque le Maghreb a pris ces sanctions. Ou deuxième question, se rapporte au taux directeur. Le Banque le Maghreb a augmenté le taux directeur 2 fois en 2022, mais on a remarqué, d'après les chiffres que vous avez présentés, que l'encours des crédits a augmenté à deux chiffres, de 10%. Cela voulait dire, d'après vous, que ces décisions n'ont pas eu les objectifs escomptés. Merci. J'ai une question par rapport à la cyber-résilience des banques au Maroc. Vous avez parlé de l'aspect climatique, sachant qu'on a des cas de personnes qui se plaignent de beaucoup des banques marocaines. S'il y a un test, quels sont les résultats? Merci. Très bien, je crois qu'on a une belle série de questions, donc le mieux c'est de commencer à y répondre. Donc, en ce qui concerne le marché secondaire des créances en souffrance, donc vous avez un peu suivi l'évolution des choses. Il y a eu un groupe de travail qui a été constitué sous l'égide du secrétariat général du gouvernement, et il y a Banque El Maghreb, ministère des Finances, ministère de la Justice, ministère du Commerce et de l'Industrie, avec l'appui technique de la SFI. Donc aujourd'hui, on a un projet de disposition légale pour faciliter ou permettre le transfert direct des créances en souffrance, chose qui n'est pas permise aujourd'hui par le cadre légal actuel. On est aujourd'hui dans la phase de consultation entre les membres pour stabiliser ce texte. On n'a pas encore le support légistique
Est-ce que ça va être au niveau de la loi bancaire? Est-ce que ça va être au niveau d'une réforme du code de commerce? Mais en tout cas, les articles de loi sont prêts, sont quasiment déjà discutés, une première discussion. Et aujourd'hui, on attend un peu de confirmer l'avis de l'ensemble des membres pour avancer sur l'introduction par le SGG, ou en tout cas par le gouvernement, de ce texte, que ce soit au niveau de la loi bancaire ou que ce soit au niveau du code de commerce. Donc c'est un chantier qui avance plutôt bien et on est aujourd'hui dans des phases, je dirais, avancées de consultation. Sur la question relativement au risque de taux d'intérêt, effectivement, il y a un seuil maximum réglementaire, il est de 20% des fonds propres. Ça, c'est avec quoi on a démarré la réforme, mais on va passer à 15%. Donc, on fait les choses de manière progressive et donc graduellement, on va passer de 20% des fonds propres globaux, 20% des fonds propres Tier 1, et ensuite on va passer à 15% des fonds propres Tier 1. Donc, ce sera le maximum à ne pas atteindre. En ce qui concerne la cartographie des risques climatiques, c'est effectivement l'objet de cette évaluation qu'on a faite avec la Banque mondiale. C'est de déterminer quelles sont les sources de risques climatiques pour les banques au Maroc. Et donc, on a essayé de faire un travail déjà historique sur l'historique des pertes au niveau Maroc qui sont liées à des chocs climatiques, des inondations, des sécheresses. Et on a essayé d'avoir une base de données. Et à partir de là, on a essayé de définir des scénarios prospectifs. Et ces scénarios prospectifs nous ont aidés à voir les impacts sur les portefeuilles de crédit essentiellement. Donc on a fait des scénarios comme le scénario de persistance d'une sécheresse plusieurs années de suite. On a vu un scénario d'inondation pluviale importante et on a fait des scénarios aussi d'inondation fluviale importante. Et dans chacun de ces scénarios, on a fait des exercices prospectifs d'évaluation des impacts. Donc ça, c'est ce travail-là qu'on a fait. Et on va donc, en principe à la rentrée, fournir davantage d'informations sur le résultat de ces évaluations aux acteurs du marché, mais aussi, d'une manière générale, on aura un rapport qui va être publié. Donc sur les M-Wallet, on va avoir l'évolution des chiffres dans le rapport spécifique sur la surveillance et moyens de paiement. Donc ça, c'est un rapport qui va sortir, je pense, à la rentrée. Nous, ce qu'on peut constater, c'est que quand bien même il y a une évolution des M-Wallet, c'est l'usage qui en est fait qui reste timide. Et au-delà, je dirais, des transferts, il faut qu'on puisse davantage utiliser les M-Wallet pour faire du paiement. Et pour faire du paiement, il faut qu'on ait une adhésion des commerçants acceptants. Il faut qu'on ait donc des incentives. Il faut qu'on rende certains paiements électroniques, par exemple les aides gouvernementales passées par les M-Wallet, vont aider à diffuser cet instrument de paiement à travers la population. C'est pourquoi une des actions réglementaires qu'on a menées cette année, c'était de réduire les formalités d'enrôlement des commerçants acceptants. On n'exige plus d'avoir le registre de commerce. Vous pouvez être un commerçant de proximité, une petite épicerie. Vous n'avez pas votre registre de commerce, mais vous pouvez être quand même commerçant acceptant. La seule chose, c'est que l'établissement de paiement doit quand même s'assurer de votre honorabilité, que vous allez pouvoir offrir ce service avec la sécurité nécessaire pour les usagers. Sur le recrutement des banques, ce qu'on a pu constater, il y aura toujours du recrutement, mais on a vu quand même qu'il y a eu une baisse des effectifs globalement. Donc dans le rapport annuel qui est disponible, qui sera disponible sur site tout à l'heure, on donne tous les chiffres de manière détaillée, que ce soit pour les banques, que ce soit pour les sociétés de financement, que ce soit pour les autres établissements. Donc effectivement, en parallèle avec cette évolution du réseau, on a vu qu'il y a une baisse des effectifs qui a pu être observée au niveau du secteur bancaire. Sur l'échange automatique des données, donc c'est une question qui est aujourd'hui au niveau du gouvernement. La Banque centrale avait déjà, il y a quelque temps, je dirais, eu l'occasion d'échanger avec les banques qui avaient rapporté les préoccupations tout à fait légitimes
des Marocains résidant à l'étranger. Et donc, on avait nous-mêmes attiré l'attention des acteurs gouvernementaux sur ce sujet-là. Je pense que maintenant, ce chantier est ouvert pour une renégociation et j'imagine que ce sera pour avoir toutes les marges de manœuvre suffisantes pour protéger cette population en particulier et éviter qu'il y ait des impacts sur leur situation personnelle. Nous, on attend un peu de voir ce que le gouvernement va faire et si on sera amené peut-être à être consulté sur les spécificités un peu plus techniques en ce qui concerne l'échange automatique des données. Donc, il y a eu aussi une question sur l'évolution de la cartographie des risques au fil des ans. Effectivement, ce qu'on peut constater, c'est que le secteur bancaire était traditionnellement exposé à des risques assez classiques du type risque de crédit, qu'il y a un risque qui va continuer parce que c'est une grande partie de l'activité des banques, c'est d'octroyer des crédits. Et donc la conjoncture, l'impact de la conjoncture sur les emprunteurs pourra toujours être une source de crédit, une source de risque de crédit pour les banques. Les sujets de risque de liquidité aujourd'hui ne sont pas des risques vraiment qui nous préoccupent, donc on voit que la situation est confortable. Les sujets où on va plus être attentif, ce sont des sujets bien sûr liés à des nouveaux risques. Donc les cyber-risques, ce sont des risques importants, d'une part pour les banques elles-mêmes, de par leur exposition, celle de leur système d'information à des risques de cyberattaque, mais aussi pour la clientèle, ça peut être aussi des risques. Il faut une bonne préparation des usagers des services bancaires à un usage sécurisé des services bancaires à distance. D'ailleurs, il y a quelques mois, on a édicté un guide sur l'usage sécurisé des services financiers digitaux pour répondre aussi à la question de monsieur. Et dans ce guide-là, on a essayé d'expliquer quels sont les services financiers digitaux, de quoi on parle, quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont les pratiques à éviter, à proscrire de manière très importante, comme par exemple donner ces informations personnelles à quiconque au téléphone. Ce n'est pas la pratique des banques. Les banques ne vont jamais appeler un client au téléphone pour lui demander des informations confidentielles sur les comptes. Donc il y a un certain nombre de garde-fous qu'on a essayé de développer dans ce guide, mais c'est des choses sur lesquelles on continuera à apporter, mais les banques aussi doivent continuer à vulgariser un usage sécurisé des systèmes, des services financiers digitaux, tout en protégeant leur propre système, elles, du risque de fraude cyber. Nous voyons de plus en plus émerger donc les sujets de risque climatique. Jusqu'à maintenant, ce n'étaient pas des sujets qui vraiment étaient importants, mais maintenant, avec le déficit hydrique qui est là, avec les changements climatiques qui ne sont plus une projection future, mais une réalité du présent, la question se pose de savoir quels sont les secteurs d'activité qui risquent d'être pénalisés par l'évolution de la transition vers une économie verte, les secteurs énergétiques, les secteurs du transport, de l'immobilier, et donc qui doivent nécessairement accompagner cette transition, mais également les secteurs qui sont plus exposés à des risques physiques, comme le secteur de l'agriculture ou le secteur des ménages. Donc voilà, ce sont des nouveaux risques sur lesquels on est de plus en plus interpellé et qu'on doit essayer de comprendre, aussi bien nous en tant que régulateurs que le secteur bancaire. Et ce ne sont pas des risques très simples à comprendre parce que les impacts ne se font pas nécessairement directement. Ils peuvent être aussi indirects et passer à travers l'économie. Et c'est l'économie qui, en subissant ces impacts-là, se propage au portefeuille de crédit et de marché des banques. Sur la question des fintechs, nous ne sommes pas préoccupés par la concurrence. Au contraire, on est pour une concurrence saine. L'essentiel, c'est qu'elle se fasse selon des règles de sécurité pour l'usager final, c'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse être à même de sécuriser ses données, sécuriser le service, lutter contre la fraude. Et donc, la concurrence, c'est quelque chose qui, au contraire, est au service
finalement de l'usager final. Ce qu'on peut constater date d'aujourd'hui, c'est que les fintechs sont plutôt orientés sur l'offre de services de dette et l'offre de services de paiement. Il y a pas mal de partenariats parfois qui se font entre les fintechs et les établissements bancaires, d'autres fintechs qui vont travailler toutes seules. Par exemple, typiquement tout ce qui est crowdfunding, ça va être des fintechs dans un cadre légal qui régit un peu l'offre de ce service-là. La révision de la loi bancaire, c'est quelque chose qu'on va envisager parce qu'on peut vouloir introduire de nouveaux services qui ne sont pas aujourd'hui régulés. Et donc, c'est quelque chose qui est à l'étude. Pour ce qui concerne la médiation bancaire, alors ce qu'on a pu voir quand même, c'est une forte évolution du nombre de dossiers de demande de médiation. Quand on regarde même les 5 ou les 6 dernières années, on était sur des niveaux de demande de médiation qui étaient beaucoup plus faibles. Donc, on a quand même réussi à augmenter l'intérêt des gens et des usagers pour ce service-là. Il faut continuer à le faire connaître plus. Donc, plus de communication, plus de vulgarisation sur ce service, qui est un service complètement gratuit et pour lequel le médiateur a la possibilité de transiger en deçà d'un certain montant, c'est-à-dire en deçà de 200 000 dirhams, il peut imposer la solution à l'établissement de crédit. Donc c'est quand même un outil qui s'est beaucoup amélioré au fil du temps. Ce que nous avons fait aussi, c'est qu'on a élargi petit à petit l'organe de gouvernance. Au départ, il y avait le secteur bancaire, Banque Al Maghreb. Ensuite, on a élargi, on a rentré avec nous la CGEM, on a rentré avec nous Chambre de commerce. Donc, on s'est ouvert au monde des entreprises. Et nous sommes en train de réfléchir à davantage s'ouvrir et pour interagir davantage, notamment avec les associations de protection du consommateur. Donc, c'est un peu la prochaine étape sur laquelle on veut s'acheminer. Donc ça fera partie des leviers de dynamisation de cette offre de médiation bancaire. Pour ce qui concerne Booking, c'est un sujet sur lequel Banque Al Maghreb n'a pas donné de consigne à aucun moment. Donc c'est un sujet qui potentiellement peut relever soit du gouvernement, soit de l'office d'échange, mais la Banque centrale ne s'implique pas dans les modes ou les devises qui sont choisis pour le paiement de telle ou telle prestation. Donc ça ne rentre pas dans notre périmètre d'intervention et ce n'est pas quelque chose sur lequel on a donné des consignes particulières. Sur le projet de loi crypto-actif, donc là aussi il y a un premier projet qui est aujourd'hui disponible, qui a été élaboré, qui a fait l'objet d'une première série de consultations avec les acteurs bancaires, avec les acteurs de la FinTech, avec des départements ministériels. Nous avons prévu de continuer à approfondir certains sujets, comme les sujets de réglementation de change, les sujets de sanctions, les sujets donc, qui doivent nécessairement être approfondis. Et comme vous le savez, il y a les assemblées annuelles d'octobre qui vont avoir lieu à Marrakech. Donc c'est un sujet qui va être largement aussi discuté pendant ces assemblées annuelles. On attend ces assemblées annuelles pour en tirer les enseignements nécessaires pour affiner et peaufiner ce projet de loi par la suite et on sera en mesure d'en dire plus après les assemblées. Sur les sanctions, je pense que nous avons donné, alors on les a données dans le rapport qui va être publié. Donc il y a un chapitre sur les sanctions, mais ce sont des sanctions qui ont un lien avec les sujets que j'ai évoqués, le blanchiment de capitaux, cybersécurité, relations banque-client. Donc ce sont un peu les trois thématiques pour lesquelles on a été amené à prononcer des sanctions. Sur ce qui concerne la transmission du taux directeur, nous on l'examine beaucoup plus en ce qui concerne la transmission du taux. Maintenant, pour ce qui est de l'évolution des crédits en 2022, et dont une bonne partie s'est faite avant la décision de relèvement de Banque Al Maghreb. Comme vous le savez, la crise Russie-Ukraine a démarré déjà au premier trimestre 2022. Il y a eu une augmentation des prix à l'international, énergie et matières premières. Donc les entreprises ont
ont été amenés à augmenter leur financement d'exploitation. Il y a eu aussi toutes les importations de céréales, les importations de produits pétroliers qui se sont faits à un coût beaucoup plus élevé. Et donc c'est ça qui a drivé l'augmentation du crédit de trésorerie de manière substantielle. Maintenant, la transmission des taux directeurs au taux des banques s'est observée beaucoup plus sur 2023. Et donc, on verra sur l'année 2023, il y a quand même un ralentissement du crédit qu'on observe, notamment sur le crédit de trésorerie, mais qui n'est pas nécessairement lié à l'évolution du taux, mais bien plus au fait qu'il y a eu une diminution des prix à l'international sur les différents produits que j'ai mentionnés tout à l'heure. Donc, on n'est plus sur les mêmes niveaux de prix, que ce soit sur l'énergie ou que ce soit sur les céréales. Voilà, j'ai l'impression que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Si j'en ai oublié, vous pouvez me le rappeler. Moi, j'en ai oublié une. Allez-y. Juste sur l'ouverture de compte, je ne comprends pas pourquoi c'est pas encore en ligne, je parle, à 100%. Qu'est-ce qui manque pour que ça soit, dans le réel? Qu'est-ce qui manque encore pour qu'on puisse ouvrir un compte en ligne de bout en bout? Alors, c'est déjà le cas pour certaines banques. Pour certaines banques, c'est déjà le cas. On ne se déplace jamais en agence? Non, vous pouvez faire l'ouverture de compte en ligne de bout en bout pour les banques qui ont fait une demande à cet égard. Donc, il y a certaines banques qui ont demandé d'ouvrir, la possibilité d'ouvrir. Donc, il y a des outils technologiques qui sont utilisés comme les selfies pour garantir la vie de la personne, l'entretien à distance. KYC à distance. Donc, ce sont des dispositifs que certaines banques ont lancés déjà en 2021, d'autres en 2022, et qui sont en train de se généraliser petit à petit. Pour le moment, c'est surtout la clientèle des particuliers, mais encore faut-il que ce soit une clientèle qui soit, je dirais, à l'aise avec les outils digitaux et qui peut faire tout le process de manière digitale. Parfois, on a des personnes qui préfèrent quand même se déplacer à l'agence, être sûr que tout est en ordre. Bonjour, Brian Brigville de Média 24. Moi j'ai une question rapide par rapport au portefeuille obligataire des banques. Vous aviez parlé d'une baisse du PNB en 2022 au niveau du secteur bancaire et vous l'avez corrélé à une hausse des taux qui a impacté donc à la baisse les valeurs des portefeuilles obligataires. Je voulais savoir comment vous pensez que ça va se comporter cette année, sachant que bon, la hausse qui avait déjà été opérée en 2022, c'est, je pense, surtout fait ressentir début 2023. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question liée au cash. Le taux de bancarisation est de 53%. Là, le M-Wallet, il y a toutes les mesures, toutes les recommandations de la Banque centrale, et pourtant, le cash représente 30%. Je pense qu'il est de l'ordre de 370 milliards de dirhams. Quelles sont les explications extra-légales, extra-conjoncturelles qui peuvent expliquer ce phénomène? Très bien. Alors, sur la question de l'impact des taux, en fait, l'impact du relèvement de taux, aussi bien de septembre que de décembre, il a été visible directement sur les comptes de décembre. Parce que les portefeuilles titres sont évalués, ce qu'on appelle en mark-to-market, en valeur de marché. Donc, dès le 31 décembre, vous avez la répercussion automatique de la dépréciation. Ça n'attend pas début 2023. Par contre, en 2023, il va y avoir d'autres répercussions qui sont liées d'une part à la correction de la courbe des taux qui a été faite en janvier 2023. Donc la courbe a été révisée à la hausse sur pratiquement l'ensemble des maturités. Donc ça, c'est le premier impact. Et le deuxième, c'est le troisième relèvement du taux directeur de Banque Maghreb qui a eu lieu fin mars. Donc ces deux impacts-là vont impacter le premier trimestre de l'année 2023, les comptes des banques sur 2023. Par contre, vu que la Banque centrale a décidé de faire une pause au niveau du Conseil de juin 2023, il n'y aura pas d'impact spécifique. Au contraire, on a vu que les taux ont commencé à revenir, notamment sur les taux des bons du Trésor.
Voilà, sur la cash, le cash, nous, en tant que régulateur bancaire, on n'a pas des explications factuelles et sur lesquelles je peux donner des chiffres, hein. Donc ce sont plus ce qui se dit, mais il y a quand même beaucoup de culturel dans l'usage du cash. Nous, là, on essaye d'agir. C'est sur, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment on peut catalyser l'usage du paiement mobile à travers un certain nombre de mesures qui vont augmenter l'usage du paiement mobile. Et dans beaucoup de pays, ce qu'on a pu voir, c'est que les aides gouvernementales, notamment maintenant avec Amo Tadamoun, tout ce qui est RAMED qui a été ramené à la CNSS a un potentiel de bancariser toute la partie population qui va bénéficier des filets de sécurité. Ces aides-là peuvent être déployées sur les téléphones mobiles et ça va donner lieu quand même à une bancarisation importante de la population. Charge après à ce que ces aides-là, on puisse pouvoir les utiliser, non pas en faisant des retraits cash, mais en faisant des paiements commerçants. Et c'est là où il faut agir sur le réseau des commerçants pour les faire adhérer. Donc c'est tout un écosystème qui nécessite des mesures, mesures pour les commerçants, mesures pour les usagers, mesures du côté du gouvernement. L'offre aussi des établissements de paiement. On a récemment agréé un acteur qui est proche des réseaux de commerçants et donc qui, en ayant ces réseaux de commerçants, peut équiper les commerçants avec lesquels il travaille de wallets, que ce soit pour les services d'approvisionnement en matière, marchandises, ou que ce soit pour la cession ou la vente aux utilisateurs et aux bénéficiaires finaux. Voilà, donc merci beaucoup pour vos questions.